Bien, chers amis, bonsoir. Nous nous acheminons tout doucement vers la fin des rendez-vous de l'histoire du monde arabe, vers la fin de cette première édition des rendez-vous de l'histoire du monde arabe. Pardonnez-moi. Après trois journées d'intenses et passionnants échanges autour du thème de la ville, mais pas uniquement, bien d'autres sujets ont été abordés. Donc merci à tous ceux qui nous ont fait l'amitié à Lima d'assister à ces rendez-vous. Donc nous allons terminer ce soir notre série de présentations d'ouvrages en accueillant Monsieur Christophe Picard, donc, qui est professeur à la Sorbonne, professeur d'islam, qui enseigne l'islam médiéval. Oui, on peut dire les choses comme ça. Donc je ne dis pas de bêtises, voilà, qui nous fait l'honneur de présenter son dernier ouvrage, La Mère des Califes. Alors Christophe Picard a notamment écrit un grand nombre d'ouvrages, nous en citerons que quelques-uns pour vous situer un petit peu l'étendue de ses connaissances. Il a par exemple écrit L'océan Atlantique musulman de la conquête arabe à l'époque almohade, aux éditions Maisonneuve et La Rose. Il a écrit La mer et les musulmans d'Occident au Moyen-Âge, 8e, 13e siècle, aux presses universitaires de France, ainsi qu'un très bel ouvrage sur le Portugal musulman, 8e, 13e siècle, l'Occident d'Al-Andalus sous domination islamique, aux éditions Maisonneuve et Larousse. Je citerai encore Le monde musulman du 11e au 15e siècle chez Armand Collin et La Méditerranée au Moyen-Âge, les hommes et la mer, avec Michel Ballard, Hachette, en 2014. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, Christophe Picard est plus qu'autorisé à vous parler de La Mère des Califes et je le remercie pour sa présence à nos côtés. Merci. Bonjour ou bon après-midi. Alors, la présentation donc d'un ouvrage peut se faire de multiples façons. Je vais ici évoquer dans un premier temps, en quelque sorte, l'environnement de l'écriture, pourquoi finalement et s'intéresser à ce que j'ai appelé la mère des califes et dans quelles circonstances finalement cet ouvrage peut trouver une place dans l'histoire de cette Méditerranée médiévale d'une part et d'autre part à l'interface du monde musulman et du monde ou des mondes chrétiens, monde musulman également au pluriel. Alors, dans un premier temps, on est obligé de revenir à un fait qui est assez connu du fait des personnes qui sont en quelque sorte concernées, c'est-à-dire l'histoire de la Méditerranée médiévale, où finalement, pendant longtemps, mais avant cet ouvrage, la Méditerranée médiévale, pour faire court, est une Méditerranée latine. C'est-à-dire que l'histoire de la Méditerranée au Moyen-Âge a été conçue, vue et pensée comme étant d'abord l'espace, donc je dis du monde latin, mais je pourrais dire plus exactement de la zone occidentale et en particulier donc des grands ports italiens et ensuite catalans qui vont donc s'approprier cette Méditerranée médiévale. Il faut aussi replacer cette historiographie de la Méditerranée médiévale dans un cadre chronologique qui sépare finalement deux temps. À un moment, c'était 3 temps. Bon, enfin, vous savez, les historiens aiment bien aller d'une chronologie à une autre, mais c'est finalement donc une chronologie en 2 temps qui s'est en quelque sorte
qui a été en quelque sorte le point de départ de ces études, au début du XXe siècle, si vous voulez une date, on pourrait en donner d'autres, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Haut Moyen-Âge. Alors ce Haut Moyen-Âge, tout de suite, on pense à des choses sombres et à la guerre permanente, donc une mer pleine de sang, ce qui n'est pas faux. Et ensuite, donc, une Méditerranée qui change complètement de visage à partir du moment où ce sont les Italiens, donc les trois grands ports, les trois stars en quelque sorte de la Méditerranée, c'est-à-dire Venise, dans le désordre, Venise, Pise et Gênes, et puis, donc, dans un deuxième temps, comme je l'ai déjà suggéré, les Catalans, à partir du XIIIe siècle, rattrapent en quelque sorte et rattrapent la puissance de ces ports italiens et deviennent eux-mêmes donc une grande puissance, à la différence qu'ils s'appuient sur un État qui est celui de la couronne d'Aragon et qui explique donc les conquêtes après, en particulier insulaires, qui donnent finalement aux Catalans la maîtrise des passages maritimes, et donc au moins dans la Méditerranée occidentale. Et évidemment, on en arrive à Braudel, donc, et à son chef-d'œuvre, qui marque cette histoire justement en faisant apparaître ce qu'il a lui-même appelé le premier ou le pré-capitalisme, né dans ces ports du monde latin, et qui leur a permis donc organisation, qui leur a permis donc de devenir effectivement la grande puissance ou les grandes puissances de la Méditerranée, aussi bien d'un point de vue maritime, donc supériorité sur les musulmans, y compris les deux grands califats de la Méditerranée, c'est-à-dire les Fatimides en Tunisie puis en Égypte, et puis d'autre part donc le temps de la période de développement qui suit et qui fait de la Méditerranée une mer totalement latine. Il ne faut pas oublier qu'elle se fait aussi au détriment, même beaucoup plus au détriment de Constantinople, détruite ou en tout cas occupée par les Vénitiens donc, en 1204. Donc on est dans un espace où il y a deux temps, celui donc des conquêtes arabes et celui du développement des puissances financières que je viens d'évoquer. Dans ce cadre, le Haut Moyen-Âge commence donc avec l'effondrement de ce qu'on peut appeler le système lié au Mare Nostrum, à partir donc jusqu'au VIe siècle, et effondrement qui est accompagné en quelque sorte par la crise économique, dans la mesure où on va dire jusqu'au milieu, voire même au-delà du XXe siècle, cette crise reposait sur l'absence de témoignages. On ne savait pas quoi trouver, les archéologues ne savaient pas quoi trouver sur le sol. Et donc, on ne trouve pas. Si on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne trouve pas. Et il a fallu attendre donc les années 60-70, Peter Brown et bien d'autres, pour que l'on se rende compte, d'abord dans les pays latins, puis dans l'ensemble des espaces méditerranéens, et en particulier donc dans la zone musulmane, pour se rendre compte que finalement il y avait eu la continuité de ces sociétés dans toutes les périphéries de la Méditerranée. Et
s'ajoute à cela un autre aspect qui a considérablement changé, c'est donc d'abord la découverte de plus en plus importante de matériaux, de lieux, de villages, de villes, etc., qui montrent qu'on n'était pas dans une ère totalement sombre, mais au contraire, dans une nouvelle, en quelque sorte, époque de la Méditerranée. L'autre aspect qui a laissé penser à une Méditerranée peu engageante, en quelque sorte, c'est l'idée, depuis les conquêtes arabes, d'une permanence de la confrontation, ce qui est juste. Il n'y a rien à redire là-dessus. Pendant tout le Moyen-Âge, la Méditerranée est une frontière. C'est même la plus grosse frontière entre les États chrétiens, latins et byzantins, et entre le monde musulman. Le problème, c'est que, étant donné qu'il y avait il y a encore d'ailleurs peu de témoignages, aussi bien archéologiques qu'écrits, sur ce qu'était donc l'activité maritime à cette époque, on a donc associé effectivement ces conquêtes, la guerre et les activités maritimes à une période où seule la guerre semble s'imposer. En réalité, et là les textes arabes, mais bien sûr, et en premier lieu les textes latins, je dis bien sûr parce qu'ils sont beaucoup plus, pour cette période, plus nombreux, mais surtout ils apportent des renseignements de première main qu'on a du mal à trouver aussi bien à Byzance que dans le monde arabe. Et ce sont donc non seulement les découvertes archéologiques, mais également la céramique pour commencer, et la circulation de la céramique, et d'autre part donc les autres objets qui peuvent nous faire comprendre qu'il y a eu, à côté de ces activités, non pas une mer vide, mais une mer qui est également, en quelque sorte, sillonnée, c'est peut-être un peu fort, mais enfin, qui est quand même largement investie par les marchands. Et ce qui est très intéressant, c'est de constater que finalement, après le Mare Nostrum, où effectivement il n'y avait pas de conflit, s'il y avait des pirates, bien sûr, il y avait quelques éléments perturbateurs, parfois même quelques guerres, mais d'une façon générale, le Mare Nostrum, une fois les Romains maîtres, à l'époque d'Auguste, maîtres de cet espace, eh bien, la Méditerranée reste, au moins jusqu'au VIe siècle, une mer romaine, et donc où les activités commerciales de voyage sont les plus importantes. Après, donc, avec en quelque sorte l'apparition de la guerre permanente sur la Méditerranée, c'est au fond un autre espace qui naît, mais au contraire de ce que l'on a pensé longtemps, c'est justement l'association de l'état de guerre permanente. On se bat à chaque saison, sur terre comme sur mer, et le commerce. Les sources, qu'elles soient latines, qu'elles soient musulmanes ou qu'elles soient grecques, montrent que dès que les Arabes ont conquis une région, eh bien, donc ce que vous voyez ici sur la carte, eh bien, et dès que les Arabes investissent la mer, eh bien, il y a des négociations avec soit les Latins, soit les Byzantins, et surtout dans une première partie, ce sont les Byzantins. On a justement des textes qui montrent que, par exemple, d'un géographe arabe, Al-Muqaddasi, alors qui parle du Xe siècle, mais qui renvoie à des périodes antérieures, et dans lequel il dit qu'il y a
pendant 3 semaines la possibilité pour les marins byzantins de venir sur les côtes palestiniennes. Et à ce moment-là, tous les gens de la région de Palestine, alors quand même ils viennent avec une arme parce qu'on ne sait pas, on n'est pas sûr s'ils viennent vraiment faire des achats ou des ventes ou bien attaquer, mais une fois que qu'ils voient qu'ils viennent comme commerçants, eh bien à ce moment-là, première chose, on rachète, enfin les Byzantins amènent avec eux les prisonniers et les populations, donc après des razzias, et les populations rachètent ces prisonniers. C'est tout l'intérêt justement de faire des razzias. De même, on voit dans un second temps que ces populations vont, avec de l'argent sonnante et trébuchante, eh bien, faire des affaires avec les Byzantins, quitte à ce que 3 mois plus tard, ils se tapent dessus, mais c'est ainsi que le système fonctionne. Et par conséquent, en fait, d'une Méditerranée qui serait sans vie, d'une Méditerranée qui serait finalement du côté musulman rejetée, c'est-à-dire que l'idée que l'on a, c'est que finalement, avec les conquêtes, toutes les grandes villes côtières sont plus ou moins romaines, hein, donc Alexandrie, Carthage, etc., sont en quelque sorte éliminées, et l'on pense que toutes les capitales, Fustat, Kérouan, Cordoue, eh bien, se trouvent désormais à l'intérieur des terres. D'où l'idée, sans avoir vraiment lu les textes arabes, d'où l'idée que finalement les musulmans avaient tourné le dos à la mer. Quand on lit les textes, le plus célèbre c'est celui d'Ibn Khaldoun ou Ibn Khaldoun, certes historien du XIVe siècle, mais qui fait une longue présentation justement de cette mer, dit: dans un premier temps, les Arabes se sont appropriés les lieux, donc les ports, etc. Ils en ont profité pour engager par exemple les Égyptiens, car ils avaient une pratique de la construction navale et une pratique, pour les Byzantins bien entendu, et une pratique maritime suffisamment, enfin même excellente, d'une très grande réputation. Eh bien, ils passent au service d'un nouvel État, d'un nouvel empire, qui n'est plus celui de Byzance, mais qui est celui des musulmans. Et d'ailleurs, les Arabes arrivent sur les rives de la Méditerranée en 634. Eh bien, en 643, il y a déjà une escadre musulmane qui va soutenir les attaques le long de la côte syrienne par les musulmans. Par conséquent, je ne vais pas faire toute la suite, rassurez-vous, mais par conséquent, on s'aperçoit que dès le départ, le fait de la confrontation, le fait de la stabilisation dans un deuxième temps des positions, hein, avec donc la frontière entre l'Anatolie et la Syrie, qui marque donc la frontière entre le monde musulman et celui byzantin, les autres frontières qui sont celles des côtes ou bien celles de la péninsule ibérique, une fois plus ou moins stabilisées, eh bien à partir de ce moment-là, et peu à peu, on voit apparaître des organisations de plus en plus sophistiquées de défense, défense qui implique les bateaux. Si vous voulez défendre une côte, il est nécessaire d'avoir des navires qui peuvent, ce n'est pas facile, mais qui peuvent éventuellement intercepter l'ennemi avant qu'il ne débarque. Donc il y a là toute une organisation qui fait que dès le milieu du 7e siècle, eh bien, les musulmans sont dotés d'une flotte tout à fait compétitive. Et d'ailleurs, en 655, eh bien, la première grande bataille navale qu'il y a eu entre les musulmans et les Grecs s'est terminée c'est la bataille dite d'Ema,
et qui se termine par la victoire des musulmans. Alors je dis musulmans, mais en fait, donc, ce sont les Égyptiens coptes, pour beaucoup, qui travaillent pour les musulmans. Donc on est là, si vous voulez, dans un processus où, d'une part, la guerre, évidemment, entraîne un certain nombre et même de dégâts extrêmement importants à l'endroit où ils attaquent. On en a plusieurs exemples. Mais en même temps, s'organise un système qui va finalement avoir un impact extrêmement important sur l'ensemble de la Méditerranée et à long terme. C'est-à-dire que c'est dans le cadre d'une obligation finalement de s'adapter à une nouvelle situation que l'on voit apparaître donc dès la conquête arabe et qui va obliger en quelque sorte ces populations à devenir à la fois, je dirais pour ceux qui empruntent la mer, à la fois des marins et des commerçants. Et donc, alors on le sait tous pour les Italiens, on n'est pas surpris que les Italiens savent très bien manier, aussi bien manier les pièces de monnaie, tous les papiers qu'ils utilisent pour leurs affaires, et puis, s'il le faut, donc l'épée pour combattre. Ça n'a rien d'extraordinaire. Mais en fait, c'est à partir de là, et ça remet en cause, si vous voulez, totalement la chronologie de cette Méditerranée, un temps sombre jusqu'à la fin du IXe siècle, et puis tout d'un coup, au Xe siècle, avec les Latins, on retrouve donc l'historiographie faite à partir du monde latin, et bien tout d'un coup, avec le monde latin, commence une autre Méditerranée, ou commencerait une autre Méditerranée qui est celle des marchands qui continuent quand même à s'approprier les rives. Eh bien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et comme les textes le montrent aussi bien chez les latins que chez les musulmans, c'est un processus qui, petit à petit, se met en place et qui permet finalement aux Byzantins d'abord et aux musulmans, puis dans un second temps, les latins, alors dans le même temps, excusez-moi, les latins et les byzantins entre eux, et puis dans un troisième temps, donc les latins et les musulmans, eh bien, organisent ce système qui n'exclut pas la guerre, bien au contraire, la guerre est la base des relations en Méditerranée, mais qui est accompagné d'accords. Il y a des ambassades, il y a toute une série de documents qui montrent donc qu'il y a des rencontres, on se met d'accord, et pas seulement au XIIe, XIIIe siècle, mais dès le IXe siècle, on se met d'accord sur des contrats qui permettent donc d'associer les temps de guerre et les temps de paix. Par conséquent, la période à partir de laquelle on considère que la Méditerranée devient une mer prospère et une mer, disons, qui déploie en fait de nouveau une activité économique extrêmement importante, eh bien, n'est pas arrivée comme cela. Elle arrive justement de ce processus qui, pendant 3 siècles, a fait que sur les 3 rives, je pourrais dire, eh bien, sur les 3 rives, les autorités et les marchands qui sont aussi des soldats et vice-versa, eh bien, ont trouvé un système qui permet, sachant que la permanence de la guerre est indubitable, eh bien, qui ont trouvé un système qui a permis justement de développer l'économie méditerranéenne à partir du Xe siècle. Alors, autre élément intéressant, c'est que au Xe siècle, effectivement, ce sont les puissances musulmanes qui sont les premières à devenir les grandes puissances économiques à partir des bases
territoriale. Pour les Andalous, alors il faut commencer en fait par les Abbassides. En effet, dès qu'ils sont au pouvoir, les Abbassides, en 750, bien que la capitale, comme vous le savez tous, est en Bagdad, bien qu'ils soient éloignés de la Méditerranée, et ça c'est une chose qu'on a peu prise en compte alors qu'on le retrouve dans les écrits justement, et en particulier dans les chroniques, celle d'Al-Tabari, la plus connue, qui montre bien que dès le départ, lorsque les califes, après les premiers califes, hein, j'ai parlé d'Oumar tout à l'heure, j'aurais pu parler des Omeyyades, eh bien, les Abbassides investissent la Méditerranée parce que c'est la zone de guerre, c'est la mer des Roums, la mer des Romains, et donc la mer du djihad. À partir de ce moment-là, eh bien, les califats successifs sont obligatoirement attachés à la Méditerranée. L'océan Indien est une mer tranquille. Hein. C'est la mer des Arabes. Tout ça pour dire évidemment que les Arabes savaient très bien naviguer bien avant la période qui nous intéresse. Non, parce qu'on lit parfois des choses assez étonnantes. Mais d'autre part, la mer, l'océan Indien, eh bien, est une mer pacifiée à partir du moment où les Perses où le pouvoir perse disparaît. Par conséquent, sur la mer, d'ailleurs, quand on voit les sources qui nous renseignent sur ces deux espaces, l'un indien et l'autre méditerranéen, eh bien, les sources sont des sources de marchands ou inspirées par les marchands du côté de l'océan Indien, alors que les sources concernant la Méditerranée, du côté musulman toujours, eh bien, sont des sources des États, donc qui sont nés dans les États, les chroniques, les géographies, tout ce qui permet de montrer donc les espaces, j'allais dire impériaux, d'une certaine manière, ou plutôt donc califaux. Eh bien, la représentation au IXe siècle, au début du Xe siècle, telle que celle que vous voyez ici, alors attention, il faut inverser. Hein, c'est pour ça que j'ai mis sud et nord. C'est comme les Australiens, si vous voulez. Hein, très logiquement, ils prennent le sud comme point de repère. Et donc, vous voyez ici les deux mers, avec d'une part donc l'océan Indien et d'autre part la Méditerranée. Et vous notez que, alors bien sûr, le centre, alors je ne sais plus où est le centre du monde, hein, puisque c'est à Bagdad que ce centre du monde est en quelque sorte inventé. Le centre du monde est celui que vous voyez ici, c'est-à-dire toute la zone de l'Irak et de l'Iran. Et puis, vous voyez très bien, ou en tout cas vous pouvez me croire, l'Arabie saoudite actuelle, ici vous avez donc la Méditerranée. Donc toutes ces représentations qui sont de plus en plus lisibles, comme la célèbre, et c'est pas pour rien que je l'ai choisie, la célèbre carte donc d'Al-Idrissi. Vous voyez les progrès de la géographie. Hein. Al-Idrissi, donc au XIIe siècle, en Sicile, qui travaille non pas pour l'islam, mais qui travaille pour le roi normand de Sicile. Ça vous montre donc que les musulmans ont en quelque sorte le monopole de la représentation terrestre, en tout cas si on les compare au monde byzantin, parce que curieusement le monde byzantin ne s'intéresse pas à la géographie. Il considère que le Mare Nostrum est la mer de référence, donc il n'y a pas besoin de la représenter.
En revanche, donc, les Latins, il faut attendre le XIIe, XIIIe siècle avant que, et même début XIIIe siècle, selon le grand spécialiste, avant de voir des représentations de la Méditerranée. Donc il y a un monopole entre le IXe et la fin du XIIe siècle de la représentation de l'espace commun, mais en particulier de la représentation donc, de la Méditerranée. Et les descriptions, que ce soit des routiers ou que ce soit d'autres alors ici, vous avez une autre façon de représenter le monde dans son ensemble. En particulier, alors il est un peu plus difficile de circonscrire les terres. Je le montre simplement parce que vous verrez après une autre représentation qui est celle donc de la Méditerranée présentée comme un ensemble, vous le voyez, fermé. Alors il y a la même chose pour l'océan Indien. C'est un magnifique ouvrage, le Livre des merveilles, qui date du XIe siècle, mais non là, et qui est, comme beaucoup des plus beaux manuscrits, et qui est à Oxford. Il est en ligne, hein, donc vous pouvez regarder toutes les représentations. Et vous voyez ici, donc, alors ce travail était fait pour les Fatimides. Et en fait, quand on lit tous les ports, alors vous avez ici une représentation, donc de la mer avec à l'intérieur l'ensemble de ces ronds et ici pour les îles principales, donc l'ensemble des îles de la Méditerranée. Alors, il ne faut pas chercher un espace géographique précis, mais ce n'est pas le but recherché. Il y a des cartes plus précises et ils savent très bien, quand ils prennent la mer, ils savent très bien où ils vont, hein, je vous rassure. Et d'autre part, vous avez ici, donc, tout autour de cette Méditerranée, tous les noms des villes portuaires repris par les scribes fatimides, et donc ils ont disposé de cette manière. Alors, il faut dire qu'ils ont fait quelques manipulations, comme toujours. C'est pour montrer que c'est un document en quelque sorte politique. C'est-à-dire que vous avez ici quelques ports, et quand je dis quelques, si j'ai bon souvenir, c'est 5, qui appartiennent aux Omeyyades, les grands ennemis des Fatimides. Vous avez en revanche des ports beaucoup plus nombreux, répertoriés, et qui concernent cette fois-ci Byzance. Pourquoi ? Parce qu'à cette période, les relations entre Fatimides et Byzance étaient bien meilleures que les relations, et ben, ça ne pouvait pas être pire de toute façon, les relations entre les Fatimides et les Andalous. Par conséquent, on voit apparaître ici, vous voyez, une carte qui est en fait pas du tout une carte de la mer. De nouveau, ils ont des cartes, alors qui ne sont pas encore celles que les Latins perfectionnent, mais qui leur permettent de naviguer. De toute façon, on n'utilise pas les cartes nautiques en premier lieu avant le XIVe siècle, y compris chez les Latins. On sort la carte, c'est mauvais. Quand on sort la carte du tiroir, c'est mauvais signe, c'est-à-dire que on ne sait plus très bien où on en est. Donc, et à partir du XIVe siècle, là, on passe à une autre étape. On est là, donc, si vous voulez, dans un cadre où vous voyez que la Méditerranée est en quelque sorte totalement absorbée par le fait d'écrire tout autour les noms en arabe et de marquer toutes les îles. Alors, il y a des représentations qui seraient assez curieuses de ces îles, mais vous voyez donc cette volonté finalement de s'approprier cette mer Méditerranée. Alors, comme j'en suis aux Fatimides, vous avez aussi des textes qui confirment finalement cette volonté de s'approprier la mer. Hein, donc commande du calife Almoïse d'une carte dessinée
sur une soierie et qui est accompagné donc d'un texte à côté, qui est malheureusement perdu, d'Al-Muhallabi. Fabrication donc de grande qualité, tissée d'or et de toutes sortes de fils de soie sur laquelle sont représentées les provinces de la terre, ses montagnes, ses mers, ses villes, ces rivières, ces routes semblables à une carte de géographie représentent la Mecque et Médine, qui offrent des regards et on y qui attire les regards, excusez-moi, et on y inscrivit le nom de chacune des villes, montagnes, pays, balades, fleuves, mers, et de chaque route en fil d'or, d'argent et de soie. Ils ne sont pas évidemment les seuls à faire à demander, à commanditer ces cartes, et c'est évidemment un programme, vous le voyez, universaliste qui apparaît ici à travers un autre support qui est donc, à travers le support de la géographie. On retrouve exactement, mais cette fois-ci, on retrouve exactement la même façon de s'approprier la mer des Roums chez les Abbassides, dans les ouvrages abbassides, et par conséquent, il n'y a pas eu de temps où les califats, depuis Oumar, qui a été le premier à lancer des flottes, à commander de lancer des flottes à partir de l'Égypte en Méditerranée jusque donc aux Almohades, eh bien, donc jusqu'au dernier califat médiéval, eh bien, pendant toutes ces périodes, on retrouve justement la volonté de marquer la présence sur la Méditerranée. Donc, deux choses, si vous voulez, que l'on peut retenir, c'est d'abord une organisation de la Méditerranée progressive avec des temps de crise, bien sûr, et autres éléments perturbateurs, une évolution de la Méditerranée à trois voies, si l'on peut dire, c'est-à-dire byzantine, latine, mais surtout dans un premier temps musulmane, et qui est liée à l'intention d'une appropriation donc totale de cette Méditerranée. Il faut ne pas oublier que à l'époque des Omeyyades, c'est-à-dire dans les années 660 et dans les années et entre 717 et 718, eh bien, les Omeyyades ont envoyé des flottes depuis l'Égypte pour essayer, et des soldats bien entendu, pour essayer de s'emparer de Constantinople. Donc, toujours cette idée, bien sûr, de conquête. Mais en même temps, donc, sur les territoires et pour des raisons économiques, eh bien, la mer apparaît aussi comme un espace extrêmement important d'un point de vue économique, et c'est à partir donc du IXe siècle, avant les deux califats méditerranéens, que l'on voit apparaître justement un investissement. Il y en a eu certainement avant, mais nous n'avons pas encore les preuves matérielles qui permettraient donc de reconstituer une première phase de l'emprise, à partir du 8e siècle, donc au moment des conquêtes, et qui est une phase, là aussi, très certainement, où des accords, on a un texte qui le montre, où des accords entre donc belligérants permettant le commerce apparaissent. On est là donc, si vous voulez, dans une phase pour laquelle il est difficile de donner des détails, mais on a tout de même, malgré tout, donc au IXe siècle, de façon assez variée, pour dire que avant les califats, c'est-à-dire avant la période où les califats font écrire toute l'histoire en faisant disparaître celle qui avait été écrite avant, qui font donc écrire cette histoire, entre autres, secondairement, mais
malgré tout de façon importante de la Méditerranée, eh bien, tout cela nous ramène, si vous voulez, et ces écrits arabes nous ramènent au début de la conquête comme le point de départ de cet investissement à la fois militaire et économique de la Méditerranée. Alors, qu'est-ce que l'on peut en quelque sorte dire de cet espace longtemps donc laissé de côté par l'historiographie de la mer des califes. Le gros problème, il vient d'abord effectivement des écrits arabes. Un exemple simple, je crois, si ce n'est pas le cas, vous me le direz, un exemple simple, c'est celui justement des califes de Bagdad. Les califes de Bagdad, donc entre 750, 749, peu importe, et le moment où ils perdent le pouvoir réel, c'est-à-dire au début du Xe siècle, dans les années 930, eh bien, durant ce laps de temps, on a des écrits qui ont fait l'objet de beaucoup de travaux qui montrent que les... Je vais garder la carte initiale. Non, on a la carte ici, voilà. La frontière principale, au contraire de ce que l'on a dit longtemps, enfin c'est objet de discussion, mais en tout cas, une des frontières essentielles que l'on retrouve, c'est celle qui concerne donc la ligne ici entre Byzance et donc le cœur du califat. Or, les califes de Bagdad, qui héritent des installations portuaires et autres sur la côte de Syrie, eh bien, reprennent à leur compte et même renforcent sur la côte syrienne, aux dépens d'ailleurs de l'Égypte, qui était jusque-là la base principale, eh bien cette côte est, comme la frontière d'Anatolie, la zone la plus importante à partir du moment où l'on constate que tous les héritiers nommés sont d'abord responsables, non pas des frontières orientales, comme on l'a dit très souvent, mais responsables de la frontière principale parce qu'elle fait face au seul califat, les Byzantins n'auraient pas été contents, au seul empire chrétien et autres qui fait face au monde musulman et qui est donc Byzance. Par conséquent, pour les califes de Bagdad, la mer importante, l'espace frontalier important, le véritable adversaire, depuis donc que les Perses ont disparu, et le seul digne d'eux, en quelque sorte. Ils n'ont pas de mépris pour les Carolingiens, mais enfin c'est quand même très secondaire. Eh bien, ce sont les Byzantins. Et je ne rentre pas dans les détails ici, mais toutes les organisations de défense et surtout à caractère religieux, par exemple un édifice et une institution emblématique qui est le Ribat, eh bien, a été, j'allais dire, mise au point ou mise en place, bien sûr à partir d'expériences antérieures, en particulier à Alexandrie, qui ont montré la voie, mais l'organisation donc de ce qui devient le Ribat, eh bien, apparaît sur les deux grandes frontières sur l'ordre du calife à peu près au tournant du Xe siècle, au début du Xe siècle, sous le règne du fameux Haroun al-Rachid. Eh bien, on a, si vous voulez, en même temps,
des messages envoyés au gouverneur alors de Tunisie d'une part, et d'autre part, dans le Khorasan, eh bien, il y a l'ordre donné par Haroun al-Rachid aux deux gouverneurs concernés de construire des ribats. Et ce sont les premiers ribats qui sont construits sur l'ordre du califat pour s'adapter finalement, ou adapter donc le djihad et l'engagement des hommes pieux dans cette guerre. Donc finalement, les califes de Bagdad donnent le ton qui va être pris sur la façon donc de considérer la Méditerranée, et finalement les Fatimides et les gens alors on ne les voit pas, mais enfin c'est tout sous c'est, d'Al-Andalus, les califes d'Al-Andalus vont reprendre les mêmes éléments que ceux que les Abbassides ont imposés. Donc, pour en terminer avec cela, on peut dire que dès le départ, dès les débuts de l'islam, eh bien, la Méditerranée est non seulement devenue une zone de guerre très importante, mais que la guerre, les investissements, qu'on pense à nos frontières actuelles, les investissements qui sont faits le long des côtes et le long, de toute la Méditerranée, de chacune de ces souverainetés, eh bien, ont été aussi à la base d'un développement du commerce et des activités donc annexes régionales. Et donc l'emprise sur la mer est un programme extrêmement important de la part des califes. Cela veut dire donc que dès le IXe siècle, parce qu'avant on manque de sources, dès le IXe siècle, aussi bien sur les rives musulmanes et maintenant on le sait très bien sur les rives latines ou autres, eh bien la Méditerranée se développe dans un cadre qui est celui de la guerre permanente, mais se développe, et il se développe à trois voies, comme je l'ai dit tout à l'heure, et il ne se développe pas par la confrontation. Et ça on a beaucoup de sources, que ce soit les basileuses, que ce soit les califes ou que ce soit les carolingiens puis ceux qui succèdent après, eh bien le commerce est une affaire très indispensable, d'abord pour des revenus fiscaux, hein, on a quelques textes, et ensuite pour justement une autre forme d'appropriation de la mer. Par conséquent, lorsque les Latins prennent l'avantage à partir du XIe siècle, eh bien, finalement, ils continuent et développent, grâce à ce que Braudel appelait donc le premier ou le pré-capitalisme, ils développent ce qui a été mis en place auparavant. Et donc l'idée d'opposer les empires à l'époque ou à toute époque au temps des Latins, eh bien, ne fait pas sens. Et finalement, on comprend beaucoup mieux l'évolution de la Méditerranée par justement ces liens entre les deux activités et par ces relations entre les pouvoirs que par cette espèce de coupure artificielle qui a été abandonnée d'ailleurs pour toute l'histoire médiévale du IXe au Xe siècle. Alors, je ne sais pas... Oui, donc je vais arrêter là pour permettre... Oui ? J'ai une question. Oui. Peut-être que je n'ai pas compris. Ma mémoire est bonne. Si ma mémoire est bonne, je crois que le contact avec la mer commence au temps de Khalif Othman. Parce que c'est Omar, le temps de Omar, le gouverneur d'Égypte, Amr ibn al-As, lorsqu'il demande à Omar,
Omar n'a pas répondu favorable. Et même la bataille que vous avez fait allusion, La bataille des mains, oui. Zati Sawari, c'était au temps de Ousmane. Oui, voilà. Mais on a depuis découvert donc un papyrus en Égypte où justement Omar ordonne qu'une flotte soit envoyée vers les côtes. Alors, il dit vers les côtes syriennes, et c'est confirmé par un autre, par une chronique byzantine qui parle de ce. À mes mémoires, l'islam à ses débuts ne possédait pas, c'est-à-dire ne connaissent pas la mer. Mais si, ils ont embauché, les gens qui étaient. Oui, à part les Oumaniens et tout cela, mais de ce côté-là. Non. En Méditerranée, dès que l'Égypte a été conquise, la première chose que font, comme tout le monde, la première chose que font les califes, donc, si vous voulez Ousmane, mais déjà Omar, mais peu importe, eh bien, c'est d'embaucher les Coptes, qui sont d'excellents marins, qui sont d'excellents charpentiers marines, pour leur service. C'est d'une grande. Vous avez un texte qui, la réponse de Omar à Amr ibn al-As, lorsqu'il dit Sifli al-Bahr, c'est-à-dire décris-moi la mer. Oui, bien sûr. Il y a toute une série. Je n'ai pas le temps de. Omar était méfiant, même Fustat. Lorsqu'il choisit Fustat, il voulait le mettre en bordure. Il faut, si vous voulez, il y a effectivement toute une série d'une littérature qui condamne la Méditerranée comme étant la mer des Romains, etc. Ou bien une comparaison entre la Méditerranée et l'océan Indien, la Méditerranée et la mer l'océan Indien et la mer des croyants, et la Méditerranée et la mer des... voilà. Alors, non, c'est pas cette résiste-là. C'est ce qui compte, justement, et ce que vous dites est juste, dans la mesure où la mer Méditerranée, depuis les débuts, est présentée comme la mer ennemie, comme la mer des mécréants, etc. Et par conséquent, et dans le même temps, donc, la mer indienne, l'océan Indien, est appelée dans les textes la mer des Arabes pour une bonne raison. Non. Par Ce conséquent, que moi je comprends, lorsque lui il écrit à Omar, il lui fait comprendre l'importance de cette mer par rapport aux musulmans. Il disait que cette mer-là est, c'est-à-dire par les Byzantins. Donc, il y a les Crètes et Chypre après. Donc, il dit que si on ne fait pas quelque chose, d'après, on va avoir des problèmes. Donc, il souligne l'importance, pas simplement de dire que c'est une mer de ténèbres ou bien comme ça. Non, c'est ça. Si, les deux. Ils disent la mer. Les deux cohabitent. L'océan Atlantique, Bahar Zulmat. C'est ça qu'ils disaient, Bahar Zulmat. Mais l'autre là, il croyait que c'était un endroit stratégique. J'entends bien. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces textes sont écrits au même endroit. C'est-à-dire à Bagdad. Ils ne sont pas écrits à l'époque de Omar ou autre, ils sont écrits à Bagdad. Bagdad produit des chroniques, évidemment pour leur légitimité, produit des chroniques où ils, et c'est tout ce qui nous reste, parce que tout le reste a disparu avant, où ils font valoir justement que les califes, à commencer par Omar, je suis désolé, il commence par Omar, les califes de Médine, eh bien, ont tout de suite senti l'importance de la Méditerranée, sachant que l'océan Indien ne posait pas de problème, de la Méditerranée, à la fois comme espace de guerre, bien entendu, le djihad donc, et en même temps comme un espace qui doit être justement utilisé pour les affaires, si vous voulez. Et toute cette littérature de Bagdad reprend des traditions,
Mais on trouve aussi, et c'est ça qui est intéressant, en Égypte, les papyrus qui, dès la première décennie, maintenant on les retrouve, hein, dès la deuxième décennie de la présence musulmane, donc après la conquête de l'Égypte, eh bien, on trouve un ordre donné au chef de la marine d'organiser, qui est évidemment confié aux Coptes, qui ont l'habitude de la mer, parce qu'on ne bâtit pas les mêmes navires, forcément, les deux mers n'ont pas les mêmes exigences. Et à partir de ce moment-là, donc, la flotte est indispensable, et on le sait très bien, puisque par ailleurs, on a une des villes de la côte palestinienne qui résiste, et du coup, ils envoient la flotte qui permet donc de prendre la ville. L'autre élément qui est important, c'est que vous avez en même temps donc une littérature, mais qui n'est plus du tout celle d'une description de la mer, etc., mais une littérature qui fait apparaître une sorte de représentation géographique à travers donc des jugements qui sont bien sûr... Alors, si j'avais le temps, j'ai encore 5 minutes. Oui. Comment? J'ai déjà dépassé. Non, bon, 5 minutes, on a 5 minutes. Alors... C'est lui qui décide. Je vais vous lire un passage, si vous voulez bien. Voilà. Merci. Excusez-moi. Alors, donc... Je ne sais pas. Oui, allez-y. Oui. Voilà, allez-y. Je dirais justement au sujet de ce que vous avancez sur les... En fait, pour moi, Omar, il avait beaucoup de préoccupations et il s'occupait plus de l'Empire byzantin. Et c'est pour cela qu'il ne s'est pas aventuré... En fait, c'est pas à son époque qu'il s'est aventuré au Maghreb, hein, parce qu'il s'est arrêté juste en Égypte. Et il était plus préoccupé par tout simplement l'Empire byzantin. Donc, ce n'est pas une question de crainte de la Méditerranée. Mais pour l'Empire byzantin, pour attaquer l'Empire byzantin, il avait besoin de la mer. Il avait besoin de la mer, oui. Mais il ne fallait pas se disperser non plus. Non, oui, tout à fait. Disperser. Alors, excusez-moi, c'est simplement c'est une description, ceux qui voudront pourront lire, sur la représentation de la mer à partir d'une description des oiseaux. C'est-à-dire, il y avait des dessins persans sous la forme d'oiseaux, et une partie de l'oiseau est en fait la partie noble, et les autres parties ne sont pas les parties nobles. Et on retrouve cela pour les mers, et là, au contraire, c'est une autre description, une mer de guerre, d'une part, et donc de légitimation des califats, et une mer de paix. Oui. Bonjour. J'avais juste une question par rapport à l'orientation des cartes. Tout à l'heure, vous avez montré une carte avec le sud en haut. Oui. Et je voulais savoir, en fait, pourquoi cette orientation, si vous avez l'explication. Et deuxièmement, à partir de quand l'orientation telle qu'on la voit aujourd'hui a-t-elle changé? Alors ça, je ne pourrais pas répondre à la deuxième partie. En revanche, pour la première question, c'est simplement parce que pour les musulmans, c'est pour ça que je parlais des Australiens, le pôle essentiel est le pôle sud. Et alors que le nord, ce sont les terres froides, ce sont les terres des Francs, ce sont les terres des barbares, ce sont les terres, etc. Donc il y a un rejet, en quelque sorte, vers le nord de tout ce qui est peu fréquentable, si je puis dire. Et au contraire, le sud, c'est l'axe, enfin le pôle noble, en quelque sorte. Et j'ai oublié le nom du responsable. Ah, pardon.
Oui, donc il y avait une exposition, enfin moi, pour moi c'est un ravissement de voir ces cartes, mais bon, c'est pas une réaction d'historienne. Et donc le responsable à la BNF, il y a un responsable des cartes, je sais qu'il a expliqué ça, et j'ai tout oublié, mais là c'est autre chose. Bon, voilà. Mais vous avez, si vous cherchez à la BNF, j'ai encore oublié, mais si... Vous pouvez sur Internet. Voilà, c'est ça, parce qu'ils ont les cartes. Ici, oui. Et c'est l'explication que je vous ai donnée, mais beaucoup plus détaillée, donc beaucoup plus. Voilà. Alors je crois malheureusement, non. Ah, très bien. Oui, bonjour. Je voulais rebondir sur ce que vous évoquiez, cette partie noble, donc au sud. En fait, vous nous avez évoqué extrêmement rapidement les activités maritimes en mer d'Arabie, Golfe Persique, mer Rouge, etc. Est-ce que vous pourriez nous brosser un portrait rapidement de ces activités maritimes? Qui navigue? Pourquoi navigue-t-on? Quelles sont les activités militaires et commerçantes? Parce que j'imagine qu'au 7e siècle, on n'en est pas encore au système que les Portugais renversent bien plus tard. Certes, il y a quand même une évolution du Moyen-Âge, hein, ça, tout à fait. Alors, on est très mal renseigné sur tout ce qui est maritime avant le Xe siècle, au moins du côté musulman. En revanche, on sait qu'il y a donc une navigation qui se met en place, comme je l'ai dit, à ces premiers siècles. Il y a deux choses que l'on peut prendre comme point de repère d'une évolution, voire d'un changement, qui est celui donc je reviens aux cartes, mais plutôt aux descriptions nautiques, c'est-à-dire tous les mouillages qui permettaient aux navires de longer la Méditerranée. Avec, à partir du XIIe siècle, et après ce sont les Latins qui évidemment prennent le relais en quelque sorte, toutes les données, ce qu'on pourrait appeler justement les routiers, c'est-à-dire des carnets dans lesquels vous avez les amers. Vous savez ce que c'est que les amers? Ce sont les repères sur la côte depuis la mer. Hein. Les amers, donc ça part des îles Canaries, parce que c'est dans ce sens-là que c'est fait, jusqu'à Antalya, qui est pour Al-Bakri par exemple, qui est donc le port de guerre, comme aujourd'hui d'ailleurs, de l'Anatolie, et le plus important, mais aussi celui où les Arabes peuvent aller. J'ai parlé tout à l'heure des accords pour aller commercer. D'ailleurs, c'est curieux parce que les Arabes achetaient du bois dont ils allaient faire des navires pour combattre les Byzantins. Ça vous montre que les affaires étaient plus importantes que d'autres choses. Donc, et l'autre aspect, c'est à partir du XIIe siècle, alors là, avec tout ce qui concerne donc les repères maritimes, on voit toute une série de progrès. En revanche, les navires progressent en taille. On parle de 300 rameurs sur les nefs fatimides, donc au Xe siècle. Mais finalement, les musulmans perdent le terrain, au moins pour les navires de commerce, avec les Italiens dès le XIIIe siècle. Jusqu'au XIIIe siècle, il y a à peu près les mêmes éléments, enfin les mêmes forces, on va dire, navales, qu'elles soient commerciales ou militaires. À partir du XIIIe siècle, il y a une rupture complète. En revanche, il y a une chose qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, tous les termes des ports de l'Europe sont des termes arabes. L'arsenal, la douane, tous les termes. Ça tient à une chose très simple, c'est que tout le système, justement, du commerce, lorsque les Italiens, les Catalans, etc., se rendent donc sur les terres musulmanes, organisé donc par les différentes autorités, fatimides, omeyyades, tout ce que vous voulez, eh bien, ce sont des organisations extrêmement sophistiquées qui, bien sûr, attirent, il n'y a pas que les produits, il y a aussi ce système qui attire donc les Latins pour des affaires et qui sont faits pour attirer les Latins.
hein. Par conséquent, qui sont tellement appréciés, si j'ose dire, c'est un peu simpliste, mais on peut le dire comme ça, qui sont tellement appréciés qu'on les retrouve donc dans toutes les langues latines après. Cela veut dire donc que, une fois de plus, les progrès des systèmes commerciaux ne sont pas uniquement ceux du monde latin, ils sont partagés, et même dans un premier temps, ce sont les premières organisations commerciales qui apparaissent donc à partir du Xe siècle, ça on le sait, eh bien, sont le fait des pouvoirs califéraux et autres sur la rive opposée de la Méditerranée. Donc, si vous voulez, en fait, mais c'est une histoire qui est difficile à faire parce qu'on a extrêmement peu de renseignements sur tout ce qui est maritime du côté musulman. Et il faut attendre en fait le XIIe siècle pour avoir des renseignements plus précis du côté latin. Avant, on est vraiment démunis. Enfin voilà, on trouve quand même des éléments qui permettent petit à petit de construire. Et bien sûr, l'archéologie nous donne de plus en plus de moyens. Merci,